Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, comment fait-on des enfants? Non, pas techniquement encore que, mais d'où vient le désir ou le refus d'en avoir? Question vertigineuse qu'explore dans un podcast Marie Cahu. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme de français à l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort qui a eu lieu hier. Pourquoi programme de français? Eh bien, tout simplement parce que cette question de l'abolition irrigue l'œuvre de nombreux écrivains. Enfin, rendez-vous comme chaque semaine avec Célie Luton sur les rayons de sa librairie. 3 coups de cœur pour des personnages principaux féminins. C'est son clin d'œil à la journée internationale des droits des filles. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Marie Cahu, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. On va passer des heures absolument délicieuses à l'écoute de votre podcast Marie et les œufs en neige. 6 épisodes produits par Paradiso et disponibles dans Le Cœur sur la table. Marie et les œufs en neige, si je file la métaphore, c'est un peu l'histoire d'un accouchement. Alors pas d'un vrai, ça sera peut-être pour plus tard, mais l'accouchement en tout cas d'un désir, celui du désir d'enfant, parce qu'au fond c'est vraiment le cœur et le fil conducteur de ce récit qui est à la fois instructif, drôle, touchant, un journal intime sous forme audio. On va essayer de retracer le parcours sans reprendre les épisodes forcément les uns après les autres, dire quand même que ce désir, il se construit autour d'un fil rouge, le parcours qui permet de conserver ces ovocytes. Oui, parcours que j'ai entrepris moi, mais pas hyper simplement. Enfin, je me suis retrouvée un jour à 35 ans célibataire et sans enfant, j'ai paniqué. Et vous l'avez fait savoir autour de vous? Je l'ai fait savoir autour de moi, j'avais pas le choix parce que je pleurais tout le temps, il fallait bien que j'explique pourquoi. J'étais paniquée. On m'a très vite parlé de la congélation des ovocytes, des amis médecins plutôt, qui étaient plus au courant du fait que ça commençait à être facile en France. Enfin facile, on va voir que pas vraiment, mais bref. Mais en tout cas autorisé et gratuit, dans une certaine limite d'âge, mais c'est pareil, on peut y en venir. Et donc j'ai décidé de le faire, mais c'était compliqué pour moi de me lancer dans cette démarche sans savoir exactement pourquoi je le faisais, parce que tout d'un coup je me suis demandé pas tellement si je voulais des enfants, parce que c'était un peu une non-question, mais comment savoir si vraiment j'en voulais ou pourquoi j'en voulais. Et du coup j'ai demandé autour de moi pourquoi les gens en voulaient. Et c'est devenu vachement intéressant. Et vous l'avez fait avec un micro quand même, c'est pas non plus super naturel. Voilà, j'ai commencé sans le micro. Et après, je me suis dit, mais c'est intéressant. Il y a matière à podcast. Au départ, je voulais faire je voulais faire un documentaire sur pourquoi on fait les enfants. Et puis c'est devenu un documentaire sur moi qui congèle mes ovocytes et qui me pose la question de pourquoi on fait des enfants. Mais oui. Et donc oui, la congélation des ovocytes, je l'ai fait, mais c'était pas une formalité. Ça a été relativement facile pour moi comparé à d'autres, mais dans la démarche et décider de faire ça et se retrouver dans une salle d'attente pour faire ça alors qu'on ne s'est jamais projeté là-dedans. Avec papa, maman pas loin d'ailleurs. Ouais, c'est ça, avec mes parents qui m'accompagnent. Donc, voilà. Si on revient sur un petit point, vous dites c'est devenu possible, à cela une raison précise, c'est la loi de bioéthique de 2021. Peut-être qu'on peut rappeler ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ça c'est une rupture considérable. Oui, c'est la PMA pour toutes. Donc pour les femmes en couple qui voudraient des enfants par exemple, mais aussi pour les femmes seules qui voudraient juste préserver leur fertilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de pour raison personnelle, c'est-à-dire que jusqu'à présent il fallait avoir des raisons médicales. Et donc ça existait par exemple si jamais on va avoir une chimiothérapie, on pouvait demander ça, et ça on pouvait le faire avant, mais maintenant on peut simplement par entre guillemets précaution parce qu'on souhaite se ménager la possibilité. Exactement. 35 ans, vous l'avez précisé, c'est pas anodin parce que l'horloge biologique, en fait, elle est un petit peu plus sympa que l'horloge de la loi de 2021 parce que 37 ans la limite d'âge. 37 ans date anniversaire. C'est pas la fin des 37 ans. En fait, c'est 36 plus 1 quoi. Exactement. Donc il faut quand même se dépêcher. Et là, vous vous rendez compte quand vous commencez la démarche. Vous avez 35 ans. Vous dites tranquille, j'ai le temps. J'ai le temps, mais en fait non, parce qu'à Paris, j'ai écrit à tous les, on appelle ça des sécos. C'est ça, les bien nommés. Les bien nommés. Pardon. Et oui, ils ont été très secs avec moi, quoi que non, ils m'ont dit qu'ils étaient bien désolés, mais ils pouvaient pas me recevoir à temps, et donc c'était trop tard pour moi. À Paris, je pouvais pas. Voilà. Parce qu'il y avait, alors je me suis documenté aussi après vous avoir lu, il y avait 33 sécos en 2021. Oui. Et il y en a toujours 33. Donc ils ont pas un peu plus maintenant. Il y en a un peu plus maintenant. Et ils prévoient d'en ouvrir encore plein. Mais il vaut mieux parce que alors c'est x8 la demande depuis 2021. Non, oui, c'est terrible. Et il y a des délais. Voilà, moi c'était plus d'1 an et demi et maintenant c'est 2 ans ou plus. Enfin, et j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui m'avaient écouté et qui s'y étaient prises à peu près au même âge et pour qui c'était trop tard. Enfin, voilà. C'est ça.
Donc après, il y a toujours ce que faisaient les femmes avant, d'aller à l'étranger en payant, etc. Mais c'est pas le même. Précision utile, parce qu'en France, c'est gratuit, sauf 40 € par an. Pour conserver, une fois jusqu'à ce qu'on s'en serve ou pas, mais oui, pour les garder au frais, il faut payer. Tout le reste est pris en charge. Complètement. Et effectivement, je crois que 65% des femmes ayant entre 35 et 37 ans font partie des femmes qui se dirigent vers cette démarche. Donc avec cette affaire de disponibilité, d'accessibilité, elle est fondamentale. Pari compliqué, vous décidez donc de le faire à Angers. Oui, parce que mes parents habitent à côté. Et donc j'avais le moyen d'être logée, parce qu'il y a aussi ça, sinon ça devient compliqué. Et là, j'ai eu de la place plus rapidement, donc ça marchait bien. Voilà. Et vous vous retrouvez donc dans la voiture avec papa, maman, c'est ça, j'étais beau jour. Dans la maison. En plus, et mes vous parents, dites, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. C'est ça. Et c'est assez... c'est une sensation très désagréable, parce qu'on fait cette démarche où on aurait envie de se sentir... engagé dans sa vie de femme, prendre son sort en main, mais quand on est à l'arrière de la voiture de ses parents, on se sent justement en train de pas faire ce qui... Enfin, il y a une sorte de dissonance, quoi. On se remet dans les projections qu'on a pu avoir à 14 ans, où on s'imaginait pas que c'était ça qui allait se passer, quoi. Des parents qui ont quand même l'air assez chouettes. Oui, ils sont très chouettes, j'ai eu beaucoup de chance. Et ça me fait glisser vers le rôle des proches, et on va sortir de la dimension médicale et de la loi. Il y a celui de vos parents, il y a celui de vos amis, qui a été absolument considérable dans toutes vos démarches, quand même. Ouais. Vous avez des... en vous écoutant, je dois être assez sympa, quoi, parce qu'il y a quand même des chouettes gens autour d'elle, quoi. Qu'on entend aussi, parce qu'il y en a. Bien sûr. J'ai fait rejouer des scènes qui ont vraiment eu lieu, où ils se sont tous prêtés au jeu de rejouer leur rôle. Oui, j'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'imagine que déjà, moi, j'ai eu accès à l'information par ces proches-là, que ça, c'était une option possible. Et l'information, c'est un détail hyper important dans le fait qu'on puisse le faire dans les temps. Et ça, je pense que ça va évoluer du coup. C'est-à-dire que si on le fait plus tôt, bref, parenthèse, mais du coup mes proches ont été là pour ça. Et ensuite dans un accompagnement en fait juste de non-réaction. C'est-à-dire que personne me mettait à une place spéciale. Et puis surtout, plus on en parle, plus on se rend compte que tout le monde connaît quelqu'un qui est en train de faire la même chose. Qui connaît quelqu'un. Je vous le confirme. Dans les renvois à votre enfance... il y a 14 ans à l'arrière de la voiture, mais il y a aussi le fait, et ça vous l'expliquez dans la présentation du podcast, vous dites à 7 ans, à 13 ans, à 20 ans, je disais, je voudrais tant d'enfants plus tard. Ça a toujours été une évidence. Oui. Et quand la démarche arrive, d'un coup, l'évidence se lézarde. Oui, et elle s'est lézardée pour moi parce que j'ai eu cette prise de conscience alors que j'étais célibataire. Je pense que sinon, cette évidence-là, on la re-questionne pas parce que les choses suivent leur cours pour telle et telle raison, et on se retrouve... dans cette évidence-là du couple, et donc de l'enfant qui suit sans vraiment le questionner. Alors après, il y a un désir, je dis pas que les gens sont des moutons qui font des enfants comme ça, c'est pas ce que je dis, mais ça ne questionne pas cette évidence et on ne se pose pas la question du pourquoi. Si on lit dans l'autre sens, c'est plus compliqué quand on est seul que quand on est à deux. Quand on est seul, on est amené plus facilement à se poser la question du pourquoi, sinon on ne se la pose pas en fait. C'est pour ça que c'est une question qui n'était pas tellement traitée, d'ailleurs, de pourquoi on le fait. Parce qu'en fait, on se pose pas tellement la question. Et même quand on se la pose, on trouve pas tellement la réponse en vérité. Donc, mais ouais, moi je peux pas vous dire toujours pourquoi on en fait. C'est vrai. À un moment donné, il y a quand même un brin de réponse. On peut balayer plein de réponses, mais le vrai moi je peux pas dire pourquoi j'en veux en tout cas. En fait. Ces réponses, on va les balayer juste après l'Anti-Sèche avec Marie Cahu, autrice de Marie et les œufs en neige. 6 épisodes produits par Paradiso, disponibles dans Le Cœur sur la table. Toutes les bonnes plateformes de podcast vous le proposent. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Buran. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Hier, nous avons célébré la journée mondiale contre la peine de mort. Son abolition a longtemps été combattue par les plus grands écrivains français. C'est le lien que nous faisons aujourd'hui entre l'actualité et les programmes. Effectivement, une journée qui est organisée depuis 2003, le 10 octobre. Une institution donc, par la coalition mondiale et soutenue par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Elle encourage notamment la prise de conscience politique mondiale. Quels en sont justement ses objectifs? Écoutez la réponse d'Hélène Lebas, elle est professeure de français, mais vous la retrouvez aussi sur Instagram via son compte Chocolat Littéraire. L'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que les pays qui ont aboli déjà la peine de mort ne reviennent pas dessus et que les pays qui n'ont toujours pas aboli la peine de mort se mobilisent justement pour l'abolir. En 2023, 144 pays ont aboli la peine de mort. Il y a encore 55 pays qui la pratiquent dans le monde. Et en 2023, on a recensé 1153 mises à mort
dans le monde, ce qui est un record depuis 2015. Il y a des pays qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes, et puis d'autres qui l'ont abolie, mais avec certaines exceptions. Il y a aussi des pays où la peine de mort est encore légale, mais pas appliquée. Et il y a encore de nombreux pays très peuplés qui appliquent encore la peine de mort. Alors cette année, le thème est le suivant, lutter contre la conception erronée selon laquelle la peine de mort peut rendre les personnes et les communautés plus sûres. Concrètement, si on continue en fait d'avoir recours à la peine de mort, on va sécuriser la population et donc c'est bon pour nous. Alors quel est l'objectif justement de cette année? Une nouvelle fois, écoutez la réponse de notre professeur. De réfléchir collectivement à des solutions qui sont efficaces. Comment on peut faire pour renforcer la sécurité, réduire les crimes qu'on considère les plus graves, et comment on peut faire pour que la société soit plus juste, soit plus égalitaire, et qu'on n'ait pas besoin de se poser la question en fait de la peine de mort. Guillaume, aujourd'hui, la peine de mort est abolie, en France en tout cas, depuis le 9 octobre 1980. On va y revenir, mais tout ça a commencé évidemment bien avant, long combat. Effectivement, à l'époque de la Révolution française, 1789 donc, avec les philosophes des Lumières qui avaient pris ce sujet et qui avaient discuté de la question de la peine de mort. La guillotine, à cette époque-là, était quand même devenue la méthode d'exécution la plus répandue. On considérait qu'il n'y avait pas le recours à la torture. Bon. Chacun se fera son avis, c'était humain. Bon, voilà, à vous de voir. Les penseurs critiquent et d'autres voix s'élèvent, notamment celle de Victor Hugo. En 1829, il écrit Le dernier journal condamné. C'est le journal intime fictif d'un condamné à mort qui raconte ses dernières heures, et l'objectif c'est d'humaniser en fait le criminel et de montrer que cette peine elle est inhumaine justement. Il veut montrer le paradoxe de la peine de mort, parce que l'idée c'est de condamner un crime, et finalement en condamnant un crime on en commet un autre. Il s'implique en 1832, il y a le procès de Claude Gueux qui a fait beaucoup réagir Victor Hugo. Il lit les comptes rendus d'audience et il rédige un discours extrêmement violent à destination du Parlement en 1832. Et en 1834, il publie le roman Claude Gueux. À ce moment-là, Victor Hugo va vraiment se battre pour que la peine de mort soit abolie. Mais il aura fallu attendre plus de 130 ans avant donc l'abolition de la peine de mort. Entre-temps, on a d'autres personnalités qui ont pris ce sujet, qui ont pris position. Alphonse de Lamartine, entre autres, qui avait écrit une très belle ode qui s'intitule « Contre la peine de mort ». Il s'adresse au peuple en lui disant « Si tu veux punir, inflige à tes ennemis le supplice de t'admirer ». Concrètement, il demande au peuple de ne pas se venger de façon violente, mais plutôt magnanime, donc bienveillante. Au XXe siècle, il y a eu aussi un essai d'Albert Camus intitulé « Réflexions sur la guillotine » sorti en 1957. Et puis des dessinateurs de presse, là aussi, le Belge Franquin, si vous souhaitez y regarder. Et puis là, on arrive à cette date charnière donc de 1981 avec Robert Badinter. Robert Badinter, qui est ministre de la Justice sous Mitterrand, va se battre pour que la peine de mort soit abolie. Il dénonce l'inhumanité du procédé, il demande une vraie justice sociale qui s'exprime de façon différente. Il y a le discours à l'Assemblée nationale de septembre 81 qui est extrêmement connu. La loi est proclamée en octobre 1981, et à partir de là, la sanction la plus lourde dans le droit français, c'est la peine à perpétuité. Et au niveau européen, c'est seulement en 1997 que l'Europe devient un espace sans peine de mort. L'abolition de Robert Badinter, c'est le titre du livre qu'il a consacré à toute cette épopée. Qu'en est-il, Guillaume, aujourd'hui dans les classes? Est-ce que c'est une notion qui est encore enseignée? Oh oui, en 4e, en 3e, notamment des textes atteignables, compréhensibles pour les élèves. C'est le cas notamment de ceux de Victor Hugo qui sont donc largement étudiés. Ça rentre en fait dans plusieurs objets d'études. Claude Gueux, c'est un fait divers, donc c'est super, on peut l'étudier en lien avec la presse, avec informer, s'informer, déformer. On peut aussi l'étudier dans le cadre de la fiction pour interroger le réel. Victor Hugo part d'un fait divers, il en fait une œuvre d'art, il en fait une œuvre littéraire, et donc on étudie ces liens-là. Ils ont forcément une opinion sur la question, et c'est intéressant de leur montrer que la littérature, c'est intemporel, c'est universel. Les auteurs du 19e, ils ont des débats qui sont les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui, et c'est à la fois assez intéressant et assez inquiétant, parce que finalement ça veut dire qu'on n'a pas réglé les problèmes. Alors les élèves, ils réagissent, ils en parlent bien évidemment puisque ça les touche. Cette professeure qui en profite aussi pour parler d'autres thèmes comme la maltraitance sur les enfants, la vente d'enfants également, des sujets qu'on peut vraiment balayer en classe. Et donc ça reste et ça parle, elle en profite aussi pour leur passer des documentaires. Donc voilà, des sujets qui restent toutefois d'actualité. Guillaume, merci beaucoup. Autre sujet d'actualité, la PMA pour toutes, c'est la suite de la loi de 2021 et on retrouve Marie Cahu.
Nulliparano, Congélove, L'œuf ou la poule, Freeze Spirit, Génération désenfantée et Lady Glagla. Je les donne, c'est les titres des 6 épisodes de Marie et les œufs en neige. Quel titre! Ça claque et c'est à l'image de ce podcast qui s'écoute avec autant de plaisir qu'on regarde une série sur Netflix au hasard. Tiens, extrait, bande-annonce. Je m'appelle Marie, j'ai 36 ans et j'ai fait un podcast pour raconter ma life. Non mais attendez, partez pas. C'est plus intéressant que ça. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes? Comment j'en suis arrivée là? Est-ce que j'en veux des enfants? Et surtout, pourquoi on en fait des enfants en fait? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple. Ça s'appelle Marie et les œufs en neige et c'est à écouter dans le podcast Le cœur sur la table. Et c'est gratuit. On l'aura compris, Marie Cahu, il y a tout un morceau du sujet qui est l'aspect médical. On en a parlé, le sujet de santé publique, mais il y a aussi beaucoup d'autres dimensions, à commencer par la dimension de la vie sentimentale. La vôtre, à ce moment-là de l'histoire, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas, mais on aimerait bien savoir maintenant, parce que vous avez commencé à partager, mais enfin bref, la vôtre est assez chahutée. Oui. J'ai pris chahuté, hein, j'avais... Ouais. Hein, Pourquoi pas, ça me va. Je vais le réutiliser. Oui, je ne sais pas si c'est de la chance ou des patterns qu'on reproduit, mais je me suis retrouvée dans beaucoup, enfin, mon passé sentimental est très des relations toxiques avec des personnes non disponibles qui faisaient que j'ai rien pu construire. Ça commence à devenir rare à 35 ans de pouvoir dire ça. Enfin, je me rends pas compte, mais j'ai enchaîné, quoi. Donc je me suis jamais retrouvée dans la situation même d'envisager d'avoir des enfants avec quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'était toujours des kilomètres, quoi. Mais avec des hommes mariés, parfois, vous le saviez. Ouais. Parfois, on le découvre tard. Parfois, on le découvre tard. Alors, marié, quand même pas, parce que ça, faut le faire. Non, quand même pas. Faut le faire, mais en tout cas, pas libre. Pas libre, ouais. Voilà, un certain Marcel, qui s'appelle pas Marcel en vrai. Non. Oui, c'est pas les vrais noms. J'ai protégé. Vous avez protégé un petit peu, il vaut mieux. Oui. Mais que vous rencontrez pendant le tournage, en fait. Comment ça s'est passé? Vous avez tout reconstruit, quand même. Oui, j'ai tout reconstruit. Ça, pour le coup, sur ces parties-là, oui, c'est des reconstructions qui partent de la vérité. Après, non, dans les ex que je vais voir, il y en a un qui c'est le vrai. En Angleterre? En Angleterre. Ouais. Et c'est un vrai moment. Je veux dire, on n'a pas refait la scène, c'était du pur. Il y en a un avec qui ça se passe mal. Celui-là, oui, c'était pas en live. Et là, vous avez demandé à un comédien. J'ai demandé à un comédien de refaire exactement ce qui s'était passé. Et d'imiter le ton nonchalant. Je sais plus, vous avez toute une discussion sur... blasé. Ouais. Et le Marcel, là, c'est de la pure reconstruction, effectivement. Et si je suis même parfaitement honnête, il y a une base qui reprend quelqu'un qui a existé, mais j'ai ajouté d'autres personnages dedans. Là, c'est la seule petite partie où j'ai dû faire ça, parce que justement... Mais bon, vous l'illustrez quoi? Parce que c'est un épisode qui est à la fois douloureux, en même temps, je vous dis tout, hein, en tant qu'auditeur, on écoute, on se dit non, mais il faut pas qu'elle y aille, là, c'est quand même un peu risqué, pourquoi elle tombe amoureuse si fort, si vite? Ça raconte quelque chose aussi de la situation d'une jeune femme de 35 ans qui est confrontée malgré tout à cette affaire d'horloge biologique et qui se dit, ce serait bien que le prochain ça marche, quoi. Après, je dois dire que je pense que ça c'est le cas de... Alors pas en ces termes comme ça, mais moi en l'occurrence c'est pas mon cas. Dans la rencontre avec l'autre, ce que je recherche c'est la rencontre avec l'autre. Je suis jamais dans une projection, c'est peut-être aussi pour ça du coup. Voilà, mais nous voir plus souvent. Non mais et du coup c'est jamais à des fins utilitaires. Et d'ailleurs j'ai l'impression que souvent... Et c'est pareil, j'exagère, je pousse le curseur trop loin, mais parfois, c'est comme si le couple était la fin et l'amour, la rencontre, le moyen d'arriver à cette fin. Et c'est pas comme ça que j'envisage les choses. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus des voix qui s'élèvent pour dire « Ok, non ». Et d'ailleurs, je crois que vous receviez... Alice Rebaud qui a écrit... Oui, absolument. Voilà, où en fait, on n'est pas... Très beau livre publié aux éditions La Découverte d'Alice Rebaud du Monde sur les amitiés. Ouais. Exactement. Et donc, on se pose la question maintenant de réenvisager tout ça. Et ça me parle beaucoup. Après, moi, la relation amoureuse à deux, relativement hétéronormée, je dois dire qu'en fait, si, ça me fait envie. Mais je vise pas ni le couple, ni l'enfant. Je me projette pas. Voilà, c'est pas utile. C'est pas un moyen. Il y a quand même un électrochoc. À un moment, vous êtes dans ces relations que vous décrivez comme des relations toxiques, des situations d'emprise. Et une psy, je crois, vous dit, ou un psy, je me souviens plus, vous n'allez pas vous foutre en l'air, mais un jour, vous regarderez pas avant de traverser la route. C'est quand même... Oui, c'est violent. D'ailleurs, rien qu'en le disant, j'ai une espèce de frisson dans le dos. Aussi, alors que ça date et que j'ai plus du tout...
Mais oui, je me suis retrouvée dans une situation comme ça, d'emprise. C'est ça. On peut pas parler de relation amoureuse, c'était vraiment de l'emprise, même si au départ, c'est le même début. Et puis, en fait, non. Et qui m'a vraiment... Vous êtes fait un peu peur quand même. Oui, j'étais vraiment mal, quoi. Après, moi, j'ai une grande propension à l'émerveillement, donc on peut tenir longtemps en étant mal dans le fond, mais en se disant non, ça va. Et j'ai tenu très longtemps dans cette relation qui me faisait C'était identifié que ça me faisait du mal, tout le monde le savait, c'était tout le temps les mêmes schémas, et je restais dedans. C'est ça l'emprise, et c'est une dépendance, en fait, qu'on crée. Et c'est pour ça que c'est aussi un tout petit peu compliqué d'en sortir. Ça, c'est la dimension perso du podcast. Il y a aussi plein d'autres dimensions anthropologiques, sociologiques, historiques. La question, pourquoi on fait des enfants? Et là, vous enquêtez, notamment auprès de Michel Perrault, la grande historienne, mais il y en a d'autres. Il y a une spécialiste de génétique canadienne, si je me souviens bien, pour découvrir qu'il n'y a pas une, mais au fond, plein de raisons. Oui, c'est ça. Plein de raisons qui sont en fait... toutes entremêlées. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas chacun la sienne, c'est que j'ai l'impression qu'on a tous un peu de tout. Et ce qu'elle dit justement, cette biologiste canadienne, c'est que on essaye peut-être un peu trop de séparer dans notre réflexion nature et culture, et et surtout sur cette question-là aussi essentielle, parce qu'en fait, oui, si on existe, c'est que d'autres gens ont fait des enfants avant. C'est pas trop possible de le faire. Il y a plein de raisons d'avoir des enfants, il y a aussi plein de raisons de ne pas en avoir. Alors, contrairement à ce qu'on dit parfois, la sauvegarde de la planète, c'est pas forcément la première. Alors, vous avez un exemple, un couple du côté de Saint-Denis, mais je regardais d'ailleurs, entre autres, Monticépal Isrebou qui avait fait l'article dans Le Monde, qui disait, voilà, on en parle beaucoup, mais statistiquement, finalement, c'est pas un vrai sujet. Non, c'est pas ça. Si on regarde... C'est juste que j'ai l'impression que la voie écologique fait que les gens se posent la question. C'est ça. Et se rendent compte, et ouvrent cette possibilité-là, parce que la possibilité est aussi ouverte par le fait que, 75, maintenant, on a le droit d'avorter. Donc ça met du temps à se dire qu'on peut, que ça soit impossible. Et l'écologie amène d'autres façons de se dire qu'on... Ça les amène à se questionner, mais je pense que je sais plus combien c'est, mais le nombre de... C'est moins de 10%. C'est ça, c'est moins de 10%. Oui, tout à fait. J'ai pas noté le chiffre, mais je l'ai regardé. Ceux qui... Ensuite, il y a le déclaratif, et il y a le... Oui, mais il y a aussi ceux qui, parce qu'ils voient que la planète brûle, que l'extrémisme monte partout, etc., se disent « je suis pas sûre que je veux faire des enfants », et du coup... ajoute à ça d'autres raisons de ne pas en avoir, ça, il y en a plus. Marie Cahu, à la fin du podcast, il y a une réponse en ce qui vous concerne à la question est-ce que je veux ou pas faire des enfants, parce que, on l'a un peu spoilé dès le début, vous faites quand même ce trajet jusqu'à l'hôpital d'Angers pour le prélèvement. Néanmoins, il y a des moments de doute extrêmement forts, notamment à l'épisode 5, où vous vous dites un enfant, ça veut dire être responsable pour la vie, c'est un monde entier avoir un enfant, j'ai peur que ça me désintègre, donc c'est non. Est-ce que une fois le podcast terminé, parce que ça fait quand même quelques mois, finalement, la réponse a été trouvée, stabilisée, ou de temps en temps, vous recommencez à être dans ce balancement que vous mettez en scène dans tout le podcast? Justement, ce qui se passe à la fin, et je spoil, mais c'est pas grave, c'est que j'ai cette espèce de conviction, ou peut-être conviction, c'est pas le bon mot, mais de certitude. D'évidence, quand vous le dites. Je sais que j'en veux. Et ça veut pas dire que j'en aurai, mais je sais que j'en veux. Et cette certitude-là, du coup, maintenant, elle est plus solide. J'ai ce noyau-là qui fait que, malgré les balancements qui sont toujours là, c'est-à-dire que oui, ça fait toujours très peur de se dire qu'on va être responsable d'une vie. Déjà parce qu'on perd en liberté, aussi parce qu'on est responsable d'une vie, c'est pas exactement la même chose. Et puis parce que tout cet amour, c'est trop. Non, mais c'est ça. Moi, je serais submergée. J'ai vraiment, c'est tellement intense que parfois je sais pas. Je me dis, j'en serais pas capable. Après, tout le monde le fait. Enfin, tout le monde, non, mais je veux dire... beaucoup de gens le font. Et c'est comme pour tout dans la vie, en fait. Moi, je suis assez émotive. Donc, si on commence à se laisser submerger et à avoir peur d'être submergé, on fait rien. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire, les basculements sont toujours là, mais il y a un truc solide dans le fond qui fait que ça me met pas dans des étoiles d'angoisse terribles. En un mot, 30 secondes, comment on sait, finalement, si on veut un enfant? On le sait. Non, on se pose la question, mais on a la réponse à un autre moment qu'on pas nécessairement... c'est pas nécessairement dans les voix des autres, c'est dans l'accumulation de toutes ces voix-là, je dirais. Marie Cahu, autrice de Marie et les œufs en neige, 6 épisodes sur les principales plateformes de podcast. C'est, vous l'aurez compris en écoutant et en regardant Marie, c'est punchy, c'est
instructif, c'est drôle, c'est profond aussi. Il y a des tas de moments, des tas de dégagements extrêmement intéressants. Produit par Paradiso, ces 6 épisodes disponibles dans Le Cœur sur la table. Marie, si vous voulez bien, vous restez avec nous. On va pousser les portes d'une librairie pour enfants. Je crois que vous aimez bien ça. Oui, j'adore. Ça tombe bien, on a une libraire formidable. C'est Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour. Marie, Bonjour. Célie, Bonjour, Marie. enchantée. Je crois que vous adorez les livres pour enfants. J'adore ça. Ça tombe extrêmement bien Ouais. pour le neveu qui vous appelle Tatama. Tatama, c'est ça. Voilà. Je suis ravie. Vous avez des neveux aussi. Oh oui. Vous vous appelez comment? Plein. Tata Célie. Célie. Tata Célie. Tata Célie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la besace de Tata Célie ou sur les rayons de la librairie de Tata Célie cette semaine? 3 bouquins, comme toutes les semaines. Petit hommage à des héroïnes, c'est ça? Oui, là, la journée internationale du droit des filles, ça compte. Donc déjà, c'est une sélection féminine. Et vous avez à chaque fois Maman Kangourou, une petite fille et une ado. On commence avec Maman Kangourou. Oui. C'est votre surnom, c'est ça en plus? Ouais, si je devais être un animal, Vous seriez après mon kangourou. neveu, je serais un kangourou. Bon, alors vous seriez peut-être bientôt Maman Kangourou, on ne sait pas. Le suspense est entier après ce podcast. À la garderie de Madame Kangourou, c'est de Junko Shibuya. Oui, Madame Kangourou est une maman, elle travaille avec son petit, elle a un van avec un toboggan à l'intérieur. Attention, et elle va s'occuper de tous les petits perdus. Mais ils ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Voilà. Oui, c'est joli, hein? Bah oui, c'est joli. C'est beau. Mais je m'en Alors, fous juste qu'il y a le kangourou, la maison, Il y a toutes ces choses-là. un petit Et le toboggan. toboggan, une petite baignoire, enfin une piscine, pardon. Et à chaque étape, ils font des rencontres. Oui. Alors, peut-être Alors, prendre l'exemple voyez, de la ils vont première. l'appeler le petit ver de terre, ne Voilà. pleure pas, petit ver de terre. Mais c'est pas un ver de terre. Bah non, mes parents alors, ont c'est des quoi, ailes. ça, Madame Kangourou, si c'est pas un ver de terre, à votre avis? Ce serait pas une chenille. C'est une chenille, c'est une chenille. Réponse à la page suivante. Voilà, je trouve ça tellement doux. Et alors, le dessin de Junko, il est reconnaissable entre tous. Elle avait fait oui, le petit sanglier. Il est beau, hein. Super beau. Marcassin, on apprend tous les mots des petits des enfants par la même occasion. Chiot, on a les renardeaux, il y a plein d'animaux. Ouais, des koalas. Dans sa collection, elle s'était occupée d'un salon de coiffure de Monsieur Mouton, la laverie de Maître Raton Laveur. Enfin, Et c'est mignon. chez Actes Sud Jeunesse? Oui. Quel âge? À partir de 3 ans. Pour le vocabulaire et la longueur de l'histoire. C'est ça. Oui. En revanche, à partir plutôt de 6 ans, et à dire vrai, en l'ouvrant, je me suis même dit que c'était jeune, 6 Oui. ans, de Camille Romanetto, Les Follets, c'est chez Little Urban. Oui, alors ça, c'est une petite nouveauté, ambiance un peu bretonne, parce que Madeleine, c'est une petite fille adorable. C'est juste en dessous d'Angers, la Bretagne, ça vous va? C'est pas très loin, hein. J'ai une filleule qui va en Bretagne. donc ça Ah, me bon, fait bah, plaisir. voilà. Et les follets, les regardez. follets. Parce que Madeleine, elle est gentille, elle est malicieuse, elle est merveilleuse. Mais alors, elle n'aime pas prêter, mais alors pas du tout. Alors, le jour où il y a un petit être légendaire qui essaye de chaparder dans sa boîte à trésors, et ben, elle part dans la forêt et elle va faire une aventure, mais incroyable, en 14 chapitres. Tentative de Ils chapardage. Alors, je montre juste pour qu'on en ait une idée. Oui. Il y a beaucoup d'illustrations, mais quand même, c'est assez robuste au niveau du texte. Beaucoup de Et pourtant, texte. 6 ans, vous dites ça passe. En À lecture raconter. autonome. À Ah non, raconter. raconter, c'est un conte pour moi. Ah, c'est bah pour voilà, ça. on le lit. Oui, et puis vous avez vu l'introduction de chaque chapitre. J'ai hein. vu. C'est la temporalité, la C'est ça. conjugaison, le vocabulaire. D'accord, C'est génial. À partir de 6 ans, oui. Super. Et moi, Bon, je suis bah, pour l'heure du conte. Pour les enfants à partir de 6 ans. On termine avec Claire Duvivier, c'est un roman, cette fois c'est pour les plus grands. Entrée dans le monde à l'école des loisirs, c'est la collection Medium, donc j'imagine qu'on va être vers 13-14 ans par là. À partir de début collège. on 11 peut. même. Mais il faut que je vous le dise, Emmanuel, c'est lui. C'est mon coup de cœur de la rentrée littéraire. D'accord. Oui. Je lis pas de science-fiction, mais alors avec celui-ci, je suis conquise. C'est le premier roman ado de Claire Duvivier et il est génial. Vous êtes dans le Dôme, donc dans le domaine du Danube, un univers réconfortant. Chabi, il a grandi avec ses tuteurs, ses tutrices, 25 autres enfants et chacun a son animal de compagnie. Donc lui, il a eu Jusque-là, c'est cool. Oui, mais un jour, on leur dit qu'il va falloir entrer dans le monde. Et avant, ils vont faire la rencontre de Ariana, une jeune fille qui a beaucoup, beaucoup de choses à leur dire. Tadam. Et vous nous laissez comme ça. Oui. Ok, Je super. peux Bon, pas bah, il n'y a dire plus qu'à parce le que dire. sinon, je vous garde avec moi. Alors. Entrée dans le monde, Claire Duvivier, collection Incroyable. Médium de Claire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Célie, Tatama, plein, je me permets, hein, on est au bout de, on est comme ça à la quotidienne, hein, au bout de 25 minutes, mais bon, c'est de votre faute, vous racontez votre vie dans un c'est podcast. On veut bien la suite, hein, quand même, je vous le dis en tant qu'auditeur. Ouais. On vous la réclame pas?
Si, parfois. Ah ouais, d'accord, bon ben voilà, vous cochez une case de plus. En attendant la suite, vous pouvez évidemment continuer à retrouver Marie et les œufs en neige sur les principales plateformes de podcast. 6 épisodes absolument formidables. Célie, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Eva Troller, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Saïd Mamou au son et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et pour ce qui est du grand oral sur les principales plateformes de podcast pour la version audio.